Allez, je laisse pas de problème. Encore 10 minutes. Encore 10 minutes. Chers invités, chers consoeurs, chers confrères, marhaba bikoum, bienvenue. Nous avons l'honneur aujourd'hui de recevoir Monsieur le ministre des Finances qui va nous éclairer sur beaucoup d'aspects, notamment de la loi de finances et sur la situation financière du pays. Pour faire bref et concis, j'invite les confrères journalistes à être précis dans leurs questions parce que il y a un engagement de Monsieur le ministre, donc il doit partir, il doit quitter la salle à 11h30, donc s'il vous plaît, soyez bref et concis dans vos questions. Et merci, je cède la parole à ma consoeur, madame. Oui, donc bonjour, mesdames, messieurs, bonjour. Bienvenue au forum du journal El Moudjahid, consacré aujourd'hui au secteur des finances, à la loi de finances et aux grandes réformes engagées par les autorités de l'État. Pour en débattre, nous avons le plaisir de recevoir le premier argentier du pays, Monsieur le ministre des Finances, Monsieur Aziz Faïd. Bonjour et merci d'avoir répondu à notre invitation. Bonjour. Avant d'entamer les débats, on va céder la parole à Monsieur le ministre pour nous faire une petite introduction, un petit exposé introductif, et on entamera les débats juste après. Monsieur le ministre, je vous cède la parole. Merci, madame. Monsieur le directeur général, mesdames et messieurs les journalistes et membres de la famille élargie de la presse nationale, honorable assistance, bonjour, salam alaikum, azul filaouen. Permettez-moi, puisque le calendrier le permet encore, de vous exprimer à vous, et à travers vous bien évidemment, et à toute la presse nationale, mes meilleurs voeux de bonheur et de prospérité à l'occasion de la nouvelle année 2024. Et comme aussi nous ne sommes pas loin on venait de fêter l'année Mazir de 1974, le 12 janvier passé, permettez-moi de vous dire Asgosan Gaz, Ahoudon Ahoudou Filawan, Ahoudon Ahoudon Fmoussel Zaire, Ahoudon Ahoudon Filzairin, Akelmalan, Andamalan, Ahoudon Ahoudon, Kalawi Halkina Dihan. Inch'Allah. Donc, je dois vous confesser que je fais partie de cette génération pour laquelle le Moudjahid a beaucoup compté. En effet, votre journal, le doyen de la presse nationale, avec son ancrage historique glorieux, était durant toute notre jeunesse une source irremplaçable d'informations, mais également un véhicule précieux d'idées et de connaissances de par son ouverture sur des réalités nationales et l'actualité internationale. C'est vrai que c'est la deuxième fois que je viens à El Moudjahid. La première fois, ça remonte à 1970. J'ai accompagné mon oncle Ayad Khalifa Allah yarhamou, donc il m'a fait visiter tous les services, depuis l'imprimerie jusqu'à la sortie du journal. Je garde toujours cette image, comme dirait le Florent, je me souviens comme si cela datait d'hier. Donc à cette occasion, je rends hommage à mon oncle Ayad Khalifa et à travers lui à tous ceux qui sont décédés, qui ont travaillé dans ce journal. Particulièrement, j'ai eu aussi une image de l'ancien DG de Moudjahid, de monument. Je considère le monument Sinaït Bazelar. Donc voilà, un hommage particulier à tous ces gens-là qui ont donné leur vie, qui se sont sacrifiés pour que le journal soit ce qu'il est aujourd'hui. Donc je reste convaincu que la nouvelle génération de journalistes sera certes dans un paysage médiatique bouleversé et plus concurrentiel, ce paysage qui est bouleversé et concurrentiel, faire fructifier le capital historique dont leurs titres et dépositaires et mettront le journal
à la place qu'il mérite. Mesdames et messieurs, vous avez bien voulu me convier à votre forum pour présenter la loi de finances 2024. Bien sûr, je vous en remercie. Merci beaucoup. De cette opportunité qui m'est offerte pour éclairer l'opinion publique sur le contenu de ce texte qui occupe bien sûr une place centrale dans notre législation. Comme vous le savez, la loi de finances a toujours été et elle demeure un événement très important dans la vie d'une nation, de par ses implications dans la société, dans les institutions et de par ses implications, particulièrement pour les citoyens et les opérateurs économiques. À travers, bien évidemment, le volume des dépenses qu'elle engage, qui sont contenues, qui sont donc destinées à satisfaire les besoins des populations, donc à travers de toutes les dépenses de soutien, de par, bien sûr, les rémunérations et de par les mesures fiscales, douanières et domaniales qui concernent, d'une façon directe ou indirecte, les citoyens et les opérateurs économiques. La loi de finances, comme vous le savez, c'est un instrument d'exécution d'un programme, d'un plan. Bien sûr, en ce qui nous concerne, il s'agit d'un programme du président de la République. Donc, pour une année donnée, avec un horizon temporel de 3 ans, de 2 à 3 ans. Bien sûr, la loi de finances, comme vous le savez, elle prend en charge les besoins des institutions et des administrations, des citoyens, en tenant compte, bien évidemment, des contraintes d'ordre économique, social, bien sûr, financière, climatique, sécuritaire, que ce soit donc ces contraintes soient d'ordre national, parce qu'il y a des contraintes nationales, tout simplement régionales, ce qui concerne sécuritaire, ou internationales, du fait que l'implication donc d'un certain nombre des prix, du fait que les prix donc, qui sont sur le plan international impactent directement donc, la loi de finances. Bien sûr, quand je dis d'ordre sécuritaire, c'est toute sécurité confondue. D'abord, bien sûr, la sécurité des biens et des institutions, la sécurité tout simplement militaire, la sécurité sanitaire, la sécurité hydrique, la sécurité alimentaire et bien évidemment la sécurité financière aussi. Parce que la sécurité financière, comme vous le savez, constitue la mère de toute sécurité. Sans sécurité financière, il n'y aura pas de sécurité. Sans sécurité financière, sans les moyens financiers, d'autres sécurités seront certainement plus ou moins atténuées. C'est pour cela que, encore une fois, la loi de finances, elle se projette, mais en même temps, elle prend en considération les réalités d'aujourd'hui et celles d'hier, bien sûr, parce que tous les événements d'hier ont un impact direct sur les mesures qui sont prises aujourd'hui. On n'y va pas loin, par exemple, la chute drastique de revenus en 2015 à les zones de choc. Ces zones de choc, on les vit aujourd'hui. Vous savez qu'avec la chute drastique de revenus en 2015, les impacts, c'est le gel de tous les projets de développement. C'était la première mesure. Bien sûr, aujourd'hui, avec la loi de finances 2024, on a commencé à dégeler. Donc, voici l'impact de la loi de finances 2024. Il est toujours là. Et bien sûr, avec toutes ces implications sur j'allais dire, la diminution, tout simplement, des dépenses de l'État, bien sûr, qui dit diminution des dépenses de l'État, également diminution des revenus, des salaires, et bien sûr, l'ensemble bien sûr, moins de développement, moins de dépenses d'équipement. Vous voyez, donc, durant toute cette période, il y a ce qu'on appelle une croissance pratiquement pas du tout importante. Donc, avec, il ne faut pas perdre de vue aussi
l'impact de la crise Covid, bien évidemment, qui date que d'hier. Rappelez-vous que les prix du pétrole ont chuté de façon drastique jusqu'à 15 dollars à un certain temps. Et il est revenu en diminuer, ce que nous avait contraint à l'époque d'élaborer une loi de finances complémentaire pour revoir à la baisse toutes les prévisions de dépenses et de recettes. Bien sûr, en priorisant tout ce qui est dépenses de santé, et bien sûr, et dépenses, parce qu'il y avait la crise Covid, il y avait aussi le stress hydrique. Donc on a favorisé, on a réorienté la ressource publique, on a diminué donc de quelques chapitres, particulièrement ceux qui concernent le train de vie de l'État. Donc il y avait une loi de finances, il y avait des instructions de la République de diminuer de 30 à 50% les dépenses de fonctionnement. Donc cette mesure a été prise en charge, et qui dit dépenses de fonctionnement, diminution de dépenses de fonctionnement, bien sûr, c'est l'entretien, c'est la maintenance, bien sûr, c'est les salaires, etc., etc. Et sans toutefois toucher tout ce qui a trait, bien évidemment, au pouvoir d'achat du citoyen. C'est ça, on a orienté la ressource vers ce qui est donc la lutte contre ce phénomène, cette pandémie de Covid-19, mais tout en maintenant, bien sûr, toutes les dépenses de soutien, direct ou indirect, qui impactent bien sûr le pouvoir d'achat du citoyen. Donc voilà un petit peu, bien sûr, 2022, il y a une amélioration, 2023 aussi, donc il y a une amélioration. Avec cette amélioration, il va falloir donc prendre en charge les effets négatifs de tout ce qu'on a vécu depuis 2015 et la crise Covid. C'est pour cela qu'aujourd'hui, les dépenses ont pris une ampleur particulière. Donc le niveau des dépenses, ils ont doublé entre 2021 et 2024. Ils ont doublé. Effectivement, pour prendre en charge les effets, bien sûr, à amortir les effets de ces crises de 2015 et la crise Covid, bien sûr, donc pour les prendre en charge, pour amortir et pour, comment dirais-je, soigner les blessures. C'est ça, parce que ça a laissé des séquelles, ça a laissé des blessures. Il faut donc dans un certain nombre de mesures, donc voilà, particulièrement celle qui consiste à améliorer le revenu des fonctionnaires. Donc l'engagement du président, c'est d'arriver donc à augmenter de 47% les salaires. Effectivement, on est bien sûr étalé sur depuis 2021, 2022, 2022, 2023 et 2024. Et oui, effectivement, les dernières augmentations ont commencé ils ont leur effet à partir du 1er janvier 2024. Voilà un petit peu globalement le contexte dans lequel la loi de finances 2024 est élaborée. Donc il y a un passé, il y a un présent. Bien sûr, on se projette sur le futur, dans tout ce qu'il y a donc, dans le cadre de CDMT, ce qu'on appelle le cadre de dépenses à moyen terme, quelles seront les recettes, quelles seront les dépenses à engager en 2025 et en 2026. Voilà globalement, Monsieur le Directeur Général, Mesdames et Messieurs, la première introduction donc, du contexte d'élaboration de la loi de finances 2024. Sans trop tarder, je pense que je vais passer tout de suite aux mesures contenues dans cette loi de finances. Donc en matière de dépenses, chiffres bien sûr, et comment donc ça répartit ces dépenses, et surtout en matière de mesures contenues en matière de mesures fiscales, particulièrement, qui tentent bien sûr qu'il y a un impact direct, aussi, soit sur le pouvoir d'achat des citoyens, soit sur l'entreprise, pour encourager bien sûr toutes les mesures d'incitation et l'encouragement à l'investissement. Voilà, donc on va pouvoir suivre sur DataShow les statistiques dont vient de parler Monsieur le Ministre. Très bien. Bien. Commençons par ce qu'on appelle le cadrage. Le cadrage macroéconomique, ce qu'on appelle le cadrage macroéconomique,
et budgétaire pour la période 2024-2026. Certes, la loi de finances, elle est votée pour une année. Donc c'est l'ensemble des ressources et l'ensemble des dépenses pour lesquelles on est autorisé pour une année. Mais en même temps, la loi de finances elle était toujours accompagnée par un état prévisionnel, ce qu'on appelle macroéconomique, sur 2025 et 2026. Et donc il y a l'horizon temporel de 3 ans. Quelles seraient donc les prévisions en matière de ressources et en matière de dépenses en 2025 et en 2026? Alors, bien sûr, le prix de référence, c'est ça l'indicateur de base important d'élaboration de la loi de finances, c'est de voir un petit peu sur quels critères, sur quel indicateur. On a pris bien évidemment le prix de référence fiscal. C'est la base du calcul de la fiscalité pétrolière qui est de $60 pour la période 2024-2026. Le prix du marché du baril, qui est déterminant pour la balance commerciale, on a pris le $70 pour la période 2024-2026. Donc c'est des prix de référence à titre prudentiel. Vous allez me dire aujourd'hui, c'est vrai que le prix du pétrole, il était à 109, à 90, et aussi à 109, mais bon, je vous dis tout de suite, la moyenne de vente en 2023 était de 83 $ le baril. Mais à titre prudentiel, encore une fois, il ne faut pas perdre de vue, par exemple, ces derniers jours, le prix du pétrole est descendu jusqu'à 75, 74, il est aujourd'hui à 77. Donc le prix de référence de $70, c'est un prix de référence raisonnable et qui est calculé sur quelle base? Sur la moyenne des prix du baril de pétrole durant les 5 dernières années. Et donc il y a une logique vous allez me dire pourquoi 70, pourquoi pas 60, pourquoi pas 80. Oui, il y a une logique, tout simplement. Le 70 correspond à la moyenne du prix du pétrole donc, durant les 5 dernières années. Donc, sur la base de ces prix, bien sûr fiscales, qui sont déterminants dans l'évaluation, bien sûr, des ressources pour financer, bien sûr, les dépenses des différentes dépenses publiques. Et bien sûr aussi, donc c'est la base aussi qui nous permet de financer bien sûr nos importations, donc à travers le 70. Les dépenses budgétaires devraient atteindre, donc selon la loi de finances, 15 275 milliards de dollars en 2024, puis 15 904 milliards, 15 900 milliards en 2025 et 15 705 milliards de dinars en 2026. C'est des projections, bien sûr, sur la base, encore une fois, de 70 $ le prix du pétrole donc sur le marché et, bien sûr, le 60 $ prix de référence. Alors, quels sont les principaux agrégats de cadrage macroéconomique et budgétaire 2024-2026? Alors, on va citer quelques-uns. Bien évidemment, c'est les agrégats, donc voyant l'évolution du produit intérieur brut, donc qui est estimé par la loi de finances de 2024 et projeté pour les années 2025-2026 et qui tient compte du rebasage des comptes économiques en réalisation. Donc, vous savez qu'il y a eu ce qu'on appelle le rebasage du calcul du PIB. L'année de référence sur laquelle on a travaillé jusqu'à aujourd'hui, c'était 1989. Et donc on a, pour intégrer un petit peu la comptabilité nationale prévue par les FMI en 2008, donc il va falloir donc intégrer dans le calcul de PIB un certain nombre d'éléments qui sont nouveaux en matière de création de la richesse, qui ne figuraient pas en 1989. On prend par exemple tout ce qui est des produits Internet, tout ce qui est, etc., n'existait pas en 1989. Donc il fallait intégrer un certain nombre de produits, et c'est pour cela qu'on va y aller on va revoir l'année de rebasage. Donc en revisitant l'année de rebasage, donc on obtient un autre montant, qui est estimé donc au départ
Au départ, avant le rebasage, c'était 27 000 milliards de dinars pour le PIB 2023. Mais après le rebasage, il est monté, donc il a augmenté à 33 000 milliards de dinars, soit une augmentation de 12%. Donc la première étape, c'était le rebasage sur l'année 2021. La deuxième étape, il va y avoir après, donc, dans les prochains mois, j'allais dire, un autre rebasage sur la base de l'année 2021, 2011, et avant de passer donc, à la troisième étape, c'est le rebasage en tenant compte de l'année 2021 ou 2022. Voilà, donc c'est pour cela que, et en tous les cas, c'est une pratique qui est reconnue aujourd'hui donc par les institutions financières internationales et qui est utilisée par pas mal de pays. Donc, on prend le cas du Nigeria, par exemple. Ils ont revu donc, leur comptabilité nationale et l'effet de revoir un petit peu ces calculs ont augmenté. Donc, ils ont vu leur PIB augmenter de 50%. Et donc c'est une pratique qui existe et bien sûr qu'on adapte aujourd'hui. Voilà, sur la base de tout cela, donc on aura une croissance, Inch'Allah, en 2024 de 4,2% qui est projetée. Bien sûr, en 2025, 3,9%. Et bien sûr, en 2026, 4%. La croissance du secteur des hydrocarbures serait tirée notamment par les exportations du gaz naturel, du gaz liquéfié. Donc, il y aura donc une croissance de 0,7% et 1,4% et 1,1% donc entre le 2024, 2025 et 2026. La croissance du PIB hors hydrocarbures, c'est ça ce qu'il faut retenir ici, qui est prévu en 2024-2026, serait traduite par une amélioration concomitante dans le secteur des services, l'agriculture et le BTH et l'industrie. Voilà, donc ce qu'on attend un petit peu de ces augmentations, donc de cette relance, qui sera donc bien sûr, cette croissance de ces trois segments, sera bien sûr, ce sera les résultats des réformes qui sont engagées en matière industrielle, en matière bien sûr agricole et en matière de services. Donc, ce qui est prévu donc, en PIB nominal, 33 656 après rebasage, bien sûr 35 000, ce qui correspond à peu près à 233 milliards de dollars, hein, le 33 656 milliards de dinars. Donc en 2024, Inch'Allah, on aura donc 35 530, 2027, 25, 37 982 et 2026, 40 347. Bien sûr, en termes de PIB réel, en termes de croissance, vous le voyez, donc c'est le 4,2, 3,9 et 4 en 2026. Donc si on prend le PIB hors hydrocarbures, c'est-à-dire l'évolution du PIB hors hydrocarbures, en termes de croissance nominale, il sera de 5%, 5,1 et 4,1% et 4,7%. Ça veut dire que la croissance sera tirée par les autres secteurs. Ce n'est pas uniquement par les hydrocarbures. C'est ça le message que je voulais vous transmettre à travers ces tableaux. Donc il y aura une croissance qui sera tirée par l'industrie, par bien sûr l'agriculture et les services et le BTPH bien évidemment. Donc vous voyez un petit peu donc, quels seraient donc les principaux agrégats de cadrage macroéconomique et budgétaire en 2024 et 2026, l'agriculture, bien sûr l'hydraulique, l'industrie, le BTPH, les services, les droits et taxes, bien sûr le PIB hors hydrocarbures, qu'on a vu donc, comment il va évoluer, donc, et bien évidemment donc, le PIB également hors hydrocarbures et hors agriculture, donc on veut pousser un peu le raisonnement un peu plus loin, donc en excluant l'agriculture parce qu'il y a aujourd'hui, qu'on veuille ou non, qui tire vers la croissance, parce que c'est là où il y a beaucoup de croissance depuis ces dernières années. Donc il y a bien évidemment, il y a le PIB par habitant. Voilà, donc vous avez un tableau sur les principaux agrégats de cadrage macroéconomique du PIB entre 2024 et 2026. Les principaux agrégats de cadrage, toujours donc, macroéconomique maintenant en matière de balance commerciale. Et donc on a vu la richesse, comment va évoluer la création de la richesse
donc à travers le PIB, et à la balance commerciale, bien sûr, à travers, bien évidemment, les exportations de biens et les importations de biens et services. Voilà un petit peu, donc c'est ça qui nous donne la balance commerciale. Qu'est-ce qu'elle devrait être, comme c'est indiqué ici, elle devrait être excédentaire entre 2024 et 2026, en atteignant 6,3 milliards de dollars en 2024, 5 milliards en 2025 et 6 milliards en 6,6 en 2026, bien évidemment. Les exportations de biens devraient atteindre, en termes d'exportation, tout produit confondu, hein, hydrocarbures et autres. Hein. Donc 49,8 milliards de dollars en 2024 et 55 milliards de dollars devraient enregistrer donc une hausse pour les années 2024, 2025 et 2026 pour atteindre 50 milliards et 51 milliards respectivement. Les importations de biens, bien sûr, l'exportation moins les importations. Qu'est-ce qu'on retrouve dans les importations? Donc on devrait, bien sûr, il y aura une légère augmentation des importations en 2024 de 4,4% par rapport aux prévisions de clôture 2023 pour atteindre 42,4 milliards, puis 45,3 milliards en 2025 et 45 milliards en 2026. Donc nous avons une lisibilité en matière d'importation et d'exportation sur un horizon temporel de 3 ans. Donc c'est ça, vous avez vu, donc les importations, moins les exportations, ça nous donne l'excédent commercial. Alors, en matière de recettes budgétaires, bien évidemment, ils devaient atteindre aussi, donc ils vont augmenter pour atteindre 9105 milliards de dinars en 2024, et devraient augmenter également, donc en moyenne de près de 3% en 2025 et en 2026. Les dépenses budgétaires, qui connaissent également donc, une évolution conséquente, se situeraient donc en 2025, en 2024, comme on l'a dit, à 15 275 milliards de dinars, puis 15 900, puis bien sûr 15 700 milliards en 2026. Donc il y aura une certaine stabilisation de dépenses pour les prochaines années, après avoir connu une forte augmentation entre 2022, 2021, 2022, 2023 et 2024. Donc le déficit budgétaire, donc, il passerait de moins 16,3% du PIB en clôture 2023 à un déficit moyen de 16, donc c'est ça le déficit ramené au PIB. C'est un indicateur qui nous permet d'apprécier aussi donc, la santé financière d'un pays. Donc qu'il faut distinguer, donc il y a le déficit budgétaire et le déficit global du Trésor. Ces deux indicateurs, il y a une différence bien évidemment, mais ce qui est certain, donc ce déficit va aussi connaître une petite augmentation. Oui, elle est là, l'augmentation elle est de moins, elle sera donc de moins de 18,6% du PIB en clôture 2023 à un déficit moyen de moins de 18,6% du PIB entre 2024 et 2026. Donc vous allez voir, vous voyez également que même le déficit donc, sera stabilisé donc, durant les 3 prochaines années. Alors pour rentrer encore dans le détail maintenant qu'on a vu l'aspect macroéconomique, on va voir ce qui va se passer en 2023, en 2024 sur le plan budgétaire. Voilà. Donc vous avez le budget de l'État qui est là. C'est quoi le budget de l'État? C'est des recettes budgétaires et des dépenses budgétaires. Les recettes budgétaires, ils sont constituées donc de recettes de la fiscalité pétrolière, bien sûr, et des recettes hors hydrocarbures. Voilà un petit peu globalement. Vous voyez comment ils vont évoluer également ces recettes. Il y aura donc une augmentation, même si les recettes hors hydrocarbures en 2024 vont connaître une légère baisse relative, plutôt une relative augmentation. Elle n'est pas tellement importante tant qu'on l'a vu lorsqu'on a présenté le PIB. Donc les recettes hydrocarbures devraient baisser, sur ce qu'on a dit, de 8,9% par rapport à 2023. Elles passeraient donc de 3 856 milliards en 2023 à 3 512 milliards en 2024, puis à 3 520, et puis ils vont connaître une légère augmentation à partir de 2025 et 2026. Les recettes hors hydrocarbures devraient passer également de 5 593 milliards de dinars en 2024 à 4 117 milliards de dinars pour les recettes fiscales
soit donc pour les recettes fiscales, donc à 16 milliards en 2025 et 6 318 milliards en 2026. Donc vous voyez aussi que la fiscalité hors hydrocarbures, il connaît donc une évolution remarquable qui est certainement liée donc à la croissance qui est générée par les autres secteurs hors celui des hydrocarbures. Alors, pour revenir donc aux dépenses, bien sûr, on a vu un petit peu qu'est-ce qu'elles représentent les recettes. Maintenant, que représentent les dépenses? C'est ça. Donc, on voit tout simplement que les dépenses aujourd'hui sont structurées, donc, comment ils sont répartis. Ils sont répartis donc, entre les différents départements ministériels dans leur forme programme. Donc, il y aura 50 portefeuilles de programmes. Donc, c'est chacun, donc c'est ce qu'on appelle un portefeuille de programme. Chaque ministère a un portefeuille de programme. Donc, il y aura 50 portefeuilles de programme. Alors, vous allez me dire 50 alors qu'il y a uniquement 33 ministères. Bon, bien sûr, il y a les institutions publiques, la Cour des comptes, bien sûr, l'ensemble des institutions publiques qui ne sont pas la Cour constitutionnelle, etc., etc. Donc, toutes ces institutions, ils ne sont pas des ministères, donc ils ont, à l'instar des ministères, un portefeuille de programme. Donc, il y a 33, la différence, c'est les institutions. Bien sûr, 141 programmes, donc 50 portefeuilles, 33 ministères et 17 institutions publiques. Donc on aura donc 141 programmes et 309 sous-programmes et bien sûr avec un petit programme à 293 sous-programmes. Donc il y a une petite, j'allais dire, restructuration. Donc on a fait diminuer par rapport à 2022. Hein. Ça, j'allais dire le nombre de programmes et de sous-programmes 2024 par rapport à 2022. Donc on a créé quelques petits il y a une modification qui est apportée pour augmenter un petit peu les programmes et les sous-programmes. Alors, c'est pour vous dire la nouveauté de ce schéma-là. Avant la réforme budgétaire, donc on parlait des dépenses de fonctionnement et des dépenses d'équipement. C'est ça, il y avait deux grandes rubriques. Il y a fonctionnement et équipement. Maintenant, la nomenclature budgétaire a connu une modification en profondeur qui est conséquente, bien sûr, à l'entrée en vigueur de la loi organique. La loi organique, la 1815, a apporté des changements en profondeur dans le paradigme j'allais dire, de gestion publique. La loi organique relative aux lois de finances, c'est celle-là dont il s'agit, donc qui a été votée en 2018, mais qui est rentrée réellement en vigueur à partir du 1er janvier 2023, a apporté donc un changement radical dans la façon de gérer les biens publics. C'est-à-dire, dans sa philosophie, on passe de ce qu'on appelle du budget moyen vers le budget programme. On passe du budget où on évalue l'activité d'un ministère par rapport au taux de consommation des crédits, vers une autre logique où on demande à un ministère qu'est-ce qu'on a fait avec l'argent qu'on a mis à votre disposition. Et donc, c'est toute la philosophie d'approche qui va connaître un changement en profondeur. Cette loi organique qui est aujourd'hui, donc, qui est considérée dans tous les pays du monde comme la constitution financière d'un pays. C'est ça la constitution financière d'un pays. Donc c'est celle-là qui contient dans l'ensemble de ces compartiments ce qu'on appelle, elle porte une autre façon de faire, une autre façon de gouverner les finances publiques, une autre façon de gouverner les services publics. Et tout simplement, où cette notion de performance, cette notion de résultat, cette notion du coût du service public, on doit connaître aujourd'hui. Donc c'est ça la nouveauté, parce que dans cette loi, elle renvoie par la suite, il y a des lois d'application, c'est la loi sur la comptabilité publique, qui consacre aujourd'hui, qui vient de sortir au journal officiel, qui consacre les trois comptabilités. Maintenant, jusqu'à présent, il y a une comptabilité de caisse. Mais maintenant, il y aura une comptabilité budgétaire, il y aura une comptabilité générale
tout simplement patrimoniale, il y aura une comptabilité analytique. Oui, on veut, à travers cette loi comptabilité, gérer, connaître, on s'inspire en tous les cas de ce qui se passe dans l'entreprise économique. Donc, on veut connaître le coût du service public. Combien nous coûte un patient, combien nous coûte un étudiant, combien coûte un mètre cube d'eau, combien coûte un mètre linéaire d'autoroute, un mètre linéaire de route communale de wilaya. Tout cela, donc, sera retracé, bien sûr, dans le détail, dans ces nouvelles comptabilités. Donc, on aura une qualité d'information plus pertinente, plus judicieuse, plus, bien sûr, proche de la réalité, et bien sûr, aussi, en toute transparence, c'est la gestion en toute transparence. C'est ça la nouveauté qui est apportée par ce nouveau mode de gouvernance, ce nouveau mode de gestion des deniers publics. J'insiste énormément sur cet aspect. C'est une réforme très très importante. Peut-être qu'on ne connaît pas aujourd'hui encore ses effets, mais ces effets, on va les voir dans quelques années, de prochaines années. Parce que quand on change comme ça de mode de fonctionnement, de mode de travail, il faut du temps. Il faut laisser le temps aux acteurs de la dépense publique de digérer ces nouveaux instruments. Donc, ce qui nous intéresse maintenant, c'est que de mettre en place ces nouveaux instruments, du moins sur le plan architectural. L'architecture, la nouvelle architecture doit être, bien sûr, les acteurs de la dépense publique doivent s'en approprier. Donc, il y a tout un travail en profondeur de séminaires, de formation permanent, un suivi permanent, et ce n'est pas évident, parce que vous connaissez très bien, chaque fois qu'il y a un changement, il y a des résistances au changement. Mais en tous les cas, la réforme, elle a atteint un degré de non-retour, tout simplement, et nous sommes à la 2e année de la mise en œuvre de cette loi, de cette réforme budgétaire en profondeur. Alhamdoulilah, donc la preuve aujourd'hui, c'est que les crédits budgétaires sont mis à la disposition de tous les ministères la première semaine du mois de janvier. Donc, ils auront, à partir de maintenant, ils peuvent commencer à dépenser, alors que dans le passé, c'est à partir du mois d'avril, juin, juillet, et encore certains établissements reçoivent de liquidités en mois de septembre. Ça veut dire le budget n'était plus un état prévisionnel, il était un état de régularisation des dépenses. Maintenant, il reprend son sens, c'est un état prévisionnel. Il commence l'exécution à partir du mois de janvier et s'étale sur 12 mois. Et donc, il y a beaucoup de choses à dire pour ce mode de gouvernance, cette réforme de l'État. C'est la réforme de l'État en profondeur. C'est une réforme de l'État en profondeur et qui, tout simplement, veut y aller vers cette notion de performance, d'évaluation, de contrat objectif et de performance. D'ailleurs, pas plus loin qu'hier, avant-hier, donc j'ai remis à l'ensemble des DG du ministère des Finances les lettres d'émission avec un contrat de performance et j'ai fixé donc à travers ce contrat de performance les objectifs de chaque DG sur toute l'année. Bien sûr, sur 3 ans et bien sûr avec des séquentiels d'une année. Donc d'abord l'objectif sur 3 ans, un programme sur 3 ans, donc réparti par exemple pour l'année de 2024, je rentre dans le détail, dans les priorités d'abord, c'est ça, c'est les priorités du secteur, donc qui se déclinent au niveau de chaque DG. Je dis bien la douane, les impôts, les domaines, le budget, trésor, l'ensemble des structures du ministère des Finances. Donc, ils ont aujourd'hui ce qu'on appelle un COP, un contrat objectif performance. Bien sûr, chaque DG va les décliner au sein de ces structures centrales et services extérieurs. Le DG des Trésors, bien sûr, il a des services extérieurs, il a aussi les banques, il a les assurances. Donc l'ensemble des banques, l'ensemble des sociétés de banques, des assurances vont disposer d'un COP, d'un contrat objectif performance. C'est à travers ce COP qu'on peut évaluer l'activité, bien sûr, de chaque structure, et bien sûr, à travers ces structures,
c'est pratiquement réellement, c'est les employés, c'est les fonctionnaires. C'est comme ça qu'on va évaluer l'ensemble et en toute objectivité sur un certain nombre de critères objectifs et qui dit évaluation, bien sûr, dit par la suite les sanctions. Et les sanctions seront positives ou négatives. Voilà, globalement, je mets l'accent un petit peu sur cette nouvelle démarche parce que c'est une réforme de l'État importante, peut-être qu'on n'a pas assez vulgarisé, sur laquelle on n'a pas assez parlé, mais bien sûr, vous allez me dire où sont les effets. On vient de commencer. Et les effets, c'est sûr, bien sûr, c'est sur le temps. On les verra dans 2 ans, 3 ans, 4 ans, Inch'Allah. Voilà, j'insiste sur ça. Voilà, pour revenir aux dépenses, voilà, donc vous avez les dépenses en termes voilà, ce que j'ai dit ici, c'est que les crédits, les demandes des ministères en matière d'inscription des crédits, ils sont satisfaits à 90% cette année. Et donc on a ouvert un petit peu les vannes, j'allais dire, compte tenu des contraintes qu'on a vécues ces dernières années. Donc on a injecté donc de l'oxygène, comme on dit, qui permet donc aux administrations, bien sûr, d'entretenir de l'équipement, de l'investissement et d'améliorer bien évidemment le train de vie des institutions et le train de vie bien sûr de l'État, parce qu'il y avait une cure d'amaigrissement qui s'est opérée en 2020-2021. Donc il va falloir donc permettre à ces administrations de s'équiper. C'est ça, donc surtout en matière de numérisation. Et bien évidemment, il y a aussi l'amélioration du pouvoir d'achat des fonctionnaires. Voilà. Avant de rentrer dans le détail, je voulais tout simplement vous présenter la nouvelle architecture budgétaire. Donc, je vous ai dit tout à l'heure, il y a les dépenses d'équipe dans l'ancien système, avant le 1er janvier 2023. Il y avait ce qu'on connaît, ce que tout le monde connaît, il y a les dépenses d'un fonctionnement d'un côté et les dépenses d'investissement de l'autre. Maintenant, l'architecture a complètement changé. On ne retrouve plus les dépenses de fonctionnement et les dépenses d'investissement, mais on retrouve des titres. Des titres, il y avait actuellement dans la nouvelle nomenclature, il y a 7 titres. 7. Ce n'est plus fonctionnement et équipement, mais il y a 7 titres. Qu'est-ce qu'on retrouve dans les titres? On retrouve les dépenses de personnel. On veut connaître quelles sont les dépenses de personnel, l'ensemble des dépenses de personnel de l'État. Combien ça coûte en matière de personnel. On va, par la suite, le titre 2, c'est le fonctionnement. Combien coûte le fonctionnement des services de l'État. Le titre 3, c'est les transferts, c'est l'investissement. C'est l'ensemble des dépenses d'investissement. Et puis, les transferts, dans les transferts, il y a les transferts sociaux, vous connaissez, mais il y a aussi d'autres transferts aux collectivités locales, des transferts économiques, etc. Bien sûr, il y a des autres titres qui sont gérés par le ministère des Finances au nom du gouvernement, pour le compte du gouvernement. C'est la dette publique, tout ce qui est donc ce qu'on appelle les dépenses imprévues. Donc je vais essayer de passer en revue succinctement ces dépenses. Bien, donc, alors, qu'est-ce que ça coûte? Que représentent les dépenses de personnel dans le budget de l'État? C'est 5155 milliards. Et donc, au-delà de cette répartition, ça permet une meilleure lisibilité des politiques publiques. Voilà, 5155 milliards, c'est les salaires. C'est les salaires. Qu'est-ce qu'elle représente, ces 5 000? Elle représente à peu près, on a dit ici, alors, on a accepté, ces crédits couvrent essentiellement la prise en charge, bien sûr, de l'incidence financière. Donc, ça prend en charge les postes budgétaires, et ça surtout la révision de l'acquis d'augmentation des salaires, donc, qui a coûté donc, 578 milliards uniquement pour 2024. Le montant affecté à l'augmentation des salaires des fonctionnaires en 2024, le montant, elle est de 578 milliards. Donc, c'est la masse salariale. La masse salariale, de façon générale, elle est de 5275 milliards de dinars. Voilà la masse salariale des fonctionnaires. Voilà, c'est la masse salariale qui correspond pour couvrir donc, le 2 800 000 fonctionnaires et agents publics. Les 5275
Donc, c'est la masse salariale de 2 800 000, bien sûr, 800 000 agents, fonctionnaires et agents publics. Donc, ça représente quoi dans le budget de l'État? C'est 34,5% du budget de l'État. 34,5% du budget de l'État, il y aura la masse salariale. Tous services confondus. Bien sûr, tous services confondus, y compris des collectivités locales. Alors, donc, toujours donc, le titre 2, combien coûte le fonctionnement des services publics, y compris les établissements, l'entretien, etc., la réparation. Donc, voici le montant, c'est 632 milliards de dinars, qui correspond à 34,8% de l'ensemble du budget. 34,8%. Bien sûr, il y a aussi donc, les dépenses d'investissement. Voilà, c'est l'équipement. Donc, c'est 2 894 milliards, à peu près. Donc, c'est 18,4% du budget. Donc, il y a le programme 9. Donc, le programme 9, c'est-à-dire, vous voyez, donc, en 2024, on commence à investir dans l'équipement public, dans tout ce qui est, donc, surtout en termes d'infrastructure. Vous savez très bien, donc, il y a eu ce qu'on appelle, donc, le rail, etc., donc, dans tout ce qui est équipement public, bien sûr, dans l'exploitation de Rajbilat, du phosphate, etc., du port d'Annaba, tout cela, donc, il y a une injection de crédits dans l'équipement public. Voilà, donc, toujours en termes de dépenses d'investissement, il y a des réévaluations. C'est quoi les réévaluations? C'est 430 milliards de dinars, 489 milliards de dinars. Donc, c'est la conséquence du dégel des projets qui étaient gelés. Vous voyez, donc, parce que c'est vrai que quand on dit qu'il y a des réévaluations, on a tendance à comprendre que c'est lié à l'immaturité des projets. Parce que normalement, un projet, quand on lui prive des crédits, on permet une réévaluation de 5 à 10%. C'est vrai que le montant aujourd'hui, il est important. Mais ce n'est pas lié à l'immaturité des projets, mais c'est lié au dégel d'un certain nombre de projets qui a été inscrits des années 2010, bien sûr, qui sont gelés. Aujourd'hui, on les dégèle. Bien sûr, un projet de 2010 n'a plus le même prix. Le prix de 2010 n'a pris le même prix que celui d'aujourd'hui. C'est pour cela on voit un petit peu le montant de ces projets augmenter souvent donc, dans une proportion de 30, 40, 50%. Parce que tout simplement, c'est lié donc, à cette actualisation. Voilà. Voilà, les dépenses de transfert aussi, c'est ça le transfert, c'est ça la nouveauté. On veut connaître les transferts. Quel est le montant des transferts? Le transfert, c'est des crédits sans contrepartie. C'est toutes les aides qui sont données par l'État. C'est toutes les aides sans qu'il y ait en contrepartie. Vous voyez, donc, c'est les pensions, c'est les bourses, c'est les aides, c'est l'ensemble des pensions, bien évidemment, c'est le soutien. C'est les différents soutiens aux produits de première nécessité, etc., etc. Donc, ça représente 4 208 milliards, 4 000, y compris les aides qu'on donne aux communes et aux collectivités locales. Hein, parce que l'État aussi aide les communes et les collectivités locales. Voilà, donc on les considère comme des aides, c'est des transferts aux collectivités locales, particulièrement, par exemple, tout ce qui concerne les anciens PCD, les PCD Tabkri, ils sont maintenant insérés dans les transferts aux collectivités locales. Le montant des transferts aux collectivités locales cette année a atteint 600 milliards de dinars. 600 milliards de dinars. Donc le montant il est de 4 208 milliards de dinars. Cette rubrique, bien sûr, enregistre une augmentation importante, conséquente. Et bien évidemment, donc, qu'est-ce qu'on retrouve essentiellement dans cette rubrique? Bon, j'ai dit quelques-unes. Par exemple, les subventions aux produits de consommation. Vous voyez, donc, tout ce qui concerne les produits de consommation, on peut trouver par exemple les céréales, tout ce qu'on importe comme céréales. Donc, le montant de subventions aux produits de consommation, de large consommation, hein, le céréales, lait, l'huile, l'eau de dessalement, soutien à l'énergie, stabilisation des prix de sucre et de l'huile, c'est 740 milliards de dinars pour 2024. Qui sont répartis, comme vous le voyez, aux céréales, 396 milliards, on le voit ici. Tout cet argent, donc, à l'ONIL, pour le lait. L'eau de dessalement, donc, l'eau n'est pas gratuite, hein, mais c'est l'État qui le prend en charge aujourd'hui. C'est le coût de l'eau de dessalement, c'est l'État qui le paye. Elle débouche chaque année 76 milliards de dinars.
l'énergie, un soutien à l'énergie, stabilisation du prix du sucre, etc. etc. Voilà, donc, alors dans les transferts, on distingue un petit peu les transferts aux personnes, les transferts aux EPIC, les transferts aux collectivités locales, comme je l'ai dit, et les transferts aux entreprises. Il y a aussi des transferts aux entreprises et autres transferts. Voilà, donc les transferts aux personnes, c'est 1859 milliards, soit 45%. Généralement, c'est les bourses, c'est les pensions, etc. C'est les transferts qui vont directement aux personnes, donc sous forme de, voilà, direct. Sinon, aux collectivités locales, je l'ai dit, c'est 600 milliards de dinars. Aux entreprises, bien évidemment aussi, donc toutes les aides d'assainissement, etc., qui se vont aux entreprises, 540, et les autres transferts, 17%. Alors, l'achat de la dette, essentiellement, la charge, je dis bien la charge, ce n'est pas la dette publique, la charge, c'est les intérêts de la dette, c'est 477 milliards. Ça représente donc 22 à peu près. Donc, il a une augmentation de 22,7% par rapport à 2023. Donc, ce n'est pas tellement. Donc, pourquoi augmentation de la charge de la dette? Tout simplement parce que la dette interne a augmenté. Donc, on va le voir après, donc, le montant de la dette interne. Et puis, voilà, donc, les opérations financières. Et bien évidemment, oui. Oui. On bat des chiffres, ils sont là, ils sont à votre disposition. Donc les dépenses imprévues, c'est des dépenses qu'on n'a pas prévues, qui sont gérées par le ministère des Finances. Bien sûr, maintenant j'arrive aux principales mesures fiscales. Donc en retour, qu'est-ce qu'il y a comme mesures fiscales? La mobilisation des ressources, le soutien à l'investissement et à l'économie nationale, la conformité fiscale et lutte contre la fraude et l'évasion fiscale, les facilitations et simplifications des procédures, la préservation, quelles sont les mesures fiscales qui favorisent la préservation du pouvoir d'achat des citoyens, et bien sûr les mesures fiscales aussi en matière de numérisation, qu'est-ce qu'il faut, des mesures, pardon, ce n'est pas des mesures fiscales, quelles sont un certain nombre de mesures qui sont prises pour un petit peu y aller vers la numérisation, c'est de numériser, permettre un petit peu tout ce qui concerne les déclarations, par exemple les déclarations en douane, etc. Donc tout cela, donc ça va se faire de façon électronique, donc il va falloir donner un ancrage juridique à ces mesures. Bien évidemment, la principale mesure importante, c'est la suppression de la TAP. Voilà, la taxe sur l'activité professionnelle. Comme vous le savez, donc, c'est une taxe qui a été toujours dénoncée aussi bien par les organisations financières nationales et internationales que surtout par le patronat. Considéré, c'est un impôt qui fera plus de chiffre d'affaires. Elle est injuste, elle était injuste, mais ça fait partie des avatars de la réforme de 92. Elle est restée. Et bien sûr, monsieur le Président de la République s'est engagé à supprimer cette taxe avant son mandat. Effectivement, c'est la mesure qu'il a prise lors de l'examen de la loi de finances 2024. Oui, maintenant, la taxe elle est supprimée, donc on satisfait un petit peu une des revendications du patronat. Mais en même temps, donc, c'est une perte de ressources pour les collectivités locales, c'est la principale, j'allais dire, ressource. C'est pour cela qu'on a compensé la perte de cette ressource par l'affectation j'allais dire, de la TPP, la taxe sur les produits pétroliers, qui était un impôt d'État, qui était affecté à l'État. Aujourd'hui, donc, on l'a affecté aux collectivités locales. En plus, donc, tout simplement de transformation, j'allais dire, parce que ce n'est pas de nouvelles taxes, tout ce qui est, par exemple, la taxe sur les gazoducs, donc de transport, de canalisation, donc on les appelle la taxe locale de solidarité et de transport par canalisation des hydrocarbures. Donc c'était l'ancienne TAP sur maintenant, il n'existe plus de TAP, donc on a transformé, donc voilà, la répartition de ces taxes entre les collectivités locales, les communes dans de 66%, les wilayas à 29%, et la caisse solidarité de garantie des collectivités locales, vous connaissez le pourcentage, donc pour la taxe sur les produits pétroliers également, la taxe spécifique sur le torchage, etc. Donc il y a énormément de... voilà, donc je vais rester là. Cette loi de finances n'a pas traité uniquement les aspects qui sont liés au budget de l'État. C'est une loi de finances des finances publiques. Vous voyez, donc, elle ne s'intéresse pas uniquement à l'État, même aux collectivités locales, même aux caisses de sécurité sociale, même aux caisses de retraite. À partir du moment, par exemple, on a vu la taxe sur le tabac,
une partie de cette taxe du tabac va à la caisse de sécurité sociale, une autre partie à la retraite, bien sûr une autre partie au fonds de lutte contre le cancer. Donc il a une vision globale. C'est pas uniquement, n'est pas sectoriel, comme au sens, c'était le consensus. Voilà donc la nouveauté de cette loi de finances, c'est des mesures phares importantes, donc voilà, qui accompagnent un petit peu qui intéressent aussi bien donc l'amélioration du pouvoir d'achat, particulièrement avec la suppression donc, de la TVA sur les produits de première nécessité, particulièrement tout ce qui concerne la viande blanche, tout ce qui concerne les légumes secs, etc. C'est une mesure importante donc, qui a été prise, il faut la relever, qui coûte à l'État, mais bon, compte tenu du contexte actuel, donc il faut que c'est le budget de l'État qui a amorti le choc qui vient de l'extérieur. Voilà, tous les chocs qui viennent de l'extérieur, ailleurs, ça impacte directement le pouvoir d'achat. Mais en Algérie, compte tenu de cette politique de soutien, c'est le budget de l'État qui a amorti le choc, à travers les différentes formes de soutien, soit à travers des aides directes, qu'on a vu tout à l'heure, donc les transferts, soit à travers, bien sûr, les mesures fiscales et douanières, donc c'est l'exonération de la TVA, l'exonération d'un certain nombre de taxes, et bien sûr, bien sûr également les droits de douane. Voilà donc globalement donc, tous les secteurs qui ont bénéficié de mesures fiscales pour un petit peu relancer l'activité sectorielle de la pêche, l'agriculture, etc., etc. Donc voilà, tout, y compris la finance islamique également, donc il a sa part dans ces mesures-là pour encourager donc, cette finance islamique. Bien sûr, des taxes écologiques également. Voilà, donc, voilà globalement ce que j'ai à dire. Voilà, c'est important de la rappeler, l'allocation forfaitaire de solidarité. C'est aussi des mesures sociales très très importantes qui est donc instaurées et qui concernent ceux qui n'ont pas de revenus tout simplement. Il y a voilà, donc, ok. De numérisation, comme je l'ai dit, sur tout ce qui concerne les grandes entreprises, etc. Donc, c'est des mesures. Voilà, donc aujourd'hui, par exemple, les signatures électroniques, il n'a pas d'ancrage juridique, on lui donne l'ancrage juridique. La déclaration à distance, il n'a pas d'ancrage juridique, on lui donne, au niveau de la douane, par exemple, que ce soit pour les citoyens qui veulent déclarer ce qu'ils ont comme devise, ils peuvent le faire à distance maintenant. Voilà, donc, toutes les procédures de dédouanement sont dématérialisées. Tout se fait actuellement à distance. Donc, c'est valable aussi bien pour les impôts, où il y a des déclarations et le paiement à distance. Par exemple, la DGE aujourd'hui, la Direction des grandes entreprises, l'ensemble de leurs contribuables font les déclarations et le paiement à distance. Vous savez très bien, c'est 80% des ressources de l'État passe par la DGE. Et donc, quand on voit 80%, ça veut dire 80% des opérations fiscales sont dématérialisées, sont numérisées. Et on est en train de continuer pour les autres au niveau local, au niveau des wilayas, à travers les CDI et les CPI. Au niveau de la douane, le processus il est pratiquement finalisé. Tout le processus de dédouanement se fait d'une façon électronique. Voilà, globalement, je ne vais pas rentrer dans le détail, sinon ça va prendre des heures et des journées, ce n'est pas des heures. Voilà pour commenter comme ça. Dernier rapport, tous les indicateurs sont ouverts. Voilà, c'est les derniers rapports de la Banque mondiale et d'IFM. Vous n'avez qu'à vous référer donc à ces rapports. Alors, par contre, je peux vous donner quelques indicateurs qui nous permettent de dire que les dépenses de l'État sont soutenables budgétairement. C'est le taux d'endettement par rapport au PIB. Le taux d'endettement par rapport au PIB, c'est quoi? De prendre la dette publique, vous la connaissez, il est dit affiché, la dette publique aujourd'hui est de 15 500 milliards à peu près. Hein? Donc 15 500 milliards. Donc elle est constituée essentiellement de la dette interne, il n'y a pas de dette extérieure. Donc c'est vraiment, ce sont des milliards de centimètres cubes. Donc énormément de la dette interne. Donc on rapporte la dette publique au PIB, ça nous donne un taux. Un taux
Les accords de Maastricht de 1992 disent qu'en quoi, quand le taux est de 60%, c'est que les dépenses sont soutenables. Le budget est soutenable. 60%. Quand on a le taux de la dette rapportée au PIB, quand il est à 60%, c'est déjà important, il est soutenable. Nous, dans le passé, c'est vrai qu'il était à 70-65%. Déjà, même le rapport, la littérature du FMI, ils ont dit pour le cas de l'Algérie, même si le taux à 70%, c'est soutenable. Donc on est à l'aise. On peut encore y aller, on peut encore emprunter, je veux dire. Voilà. On a une marge de manœuvre qui nous permet d'y aller vers l'endettement interne. C'est ça la réponse. Aujourd'hui, le taux d'endettement en Algérie, en 2024, 2023, elle est de 47%. Voici un taux. Il est de 47%. Donc, alors, au même moment, dans beaucoup de pays, même les pays développés, il est arrivé à 120, 130%. Nous, on est à 47%. Ça veut dire qu'on a une marge de manœuvre qui nous permet encore d'y aller vers le financement, tout simplement, des déficits et de la dette publique, en attendant la relance, en attendant la création de la richesse, en attendant ce qui est attendu de tous les investissements qui sont en train de faire aujourd'hui, avec la mise en œuvre de la loi sur l'investissement, avec bien sûr, avec tous les investissements qu'on est en train de faire en matière minière, en matière agricole, etc., en matière de services. Voilà, donc on attend un retour sur l'investissement et qui va constituer la richesse. C'est ça la véritable richesse qui sera donc la base de calcul de la fiscalité. C'est avec la fiscalité qu'on finance le train de vie de l'État. Bien sûr, en attendant, oui, on a une marge de manœuvre qui nous permet d'y aller vers le financement interne. Tout simplement, le taux, il est là, il est affiché. Ce n'est pas quelque chose. Donc, on prend la dette interne qui est affichée, elle est de 15 000 milliards. Le PIB, il est de 33 000 milliards. Voilà. Vous voyez, donc, ça vous donne un taux de 47%. Le deuxième indicateur, c'est l'indicateur de soutenabilité budgétaire, ce qu'on appelle un indicateur de soutenabilité budgétaire. Donc c'est quoi? C'est la combinaison du taux de croissance, du taux d'inflation, le taux de croissance, le taux d'inflation, il y a un autre taux aussi important de la croissance, l'inflation et le... Allez, ça va revenir. Quand le taux hadaya, donc il y a une formule mathématique qui est consacrée, quand cette formule, le taux, ce qu'on appelle l'indice hadaya, l'indice qui est calculé par rapport à un certain nombre de paramètres, quand le taux est plus 1, c'est inquiétant. Quand il est moins 1, c'est soutenable. Il était à plus 1 en 2017-2018. Aujourd'hui, moins 1. Donc moins de 1. Le taux, l'indice de soutenabilité budgétaire. Ce qu'on appelle l'indice, le taux d'inflation, le taux de croissance, ça va revenir. Mais c'est quand l'indice de soutenabilité budgétaire il est aujourd'hui, donc pour 2021, 2022, 2023, le taux hadaya est de moins 1. Voici un autre indice qui nous permet de dire que budgétairement, c'est soutenable. Voilà. Tout va bien. Merci, Monsieur le Ministre. Je vais donc ouvrir les débats avec mes confrères et mes consoeurs. Je leur demanderai juste d'être brefs et précis pour permettre à Monsieur le Ministre de vaquer à ses autres engagements. Une première question, s'il vous plaît. Allez-y. Le micro. معالي الوزير السلام عليكم صباح الخير. قانون المالية تضمن إعفاءات ضريبية بالنسبة لاستيراد وبيع المواد الاستهلاكية يعني ذات الطابع الواسع من 1 جونفي حتى ل 31 ديسمبر العام. حبذا لو تعطينا يعني تفاصيل مليحة لأنك فدت عليها أنت مرور الكرام. حبذا لو تعطينا عليها تفاصيل شوية عليها الإعفاءات الضريبية هذه والقدرة الشرائية تاع المواطن والراهي. كذا. شكرا على السؤال. كما تفضلتم وقلتم حقيقة هناك إعفاءات ضريبية فيما يخص بعض المواد ذات الاستهلاك الواسع، ونجد في هذه المواد البقوليات الليغوم سيك، tout ce qui concerne la viande blanche, les œufs,
هادو كل هذه المواد، هادو هما المواد المعنيين بهذا هذا يعني هذا باش عنده علاقه مباشره مع تحسين القدره الشرائيه. شفنا هذه الايام الاخيره ارتفاع هذه اسعار هذه المواد، والدوله دخلت كيفاش دخلت، ما تقدرش تحتم هكذا يعني السعر لهذه المواد، ما تقدرش تفرض انخفاض لهذه المواد، لان اولا ارتفاع هذا سعر هذه المواد ليس فقط في الجزائر، حتى في الخارج هناك ارتفاع هذه المواد، سعر هذه المواد. عندما نشوف اليوم نسبة التضخم في الجزائر في 9%، سعر ان شاء الله راح نهبطوه في 2014 8.5%، هذا هو الهدف. 70% من هذا النسبة التضخم هو التضخم المستورد، 70% بالمئة في هذه النسبة هو تضخم مستورد. وحنا ما هي الآليات اللي الدولة يعني اللي استعملها الدولة باش تمتص هذا الشوك، هذه الصدمة؟ هو إما عن طريق مساعدات مباشرة للمواد الأولية، وإما عن طريق التدابير الجبائية والجمركية. نعم، استعملنا التدابير الجمركية لامتصاص هذه الصدمة هذه اللي جاتنا من الخارج لسنة واحدة. درك إذا تحسنت الأمور إن شاء الله تتحسن، درك العام الجاي نولي إلى الأمور العادية، ولا الحالة كملت كما راهي اليوم. طبعا الدولة تعاود تدخل دائما باش تمتص هذه الصدمات. كما قلت في البداية، في كل بلدان العالم هناك علاقة مباشرة بين الارتفاع الأسعار والانخفاض القدرة الشرائية للمواطن، ولكن في الجزائر هذه الصدمة هو تمتصها يعني الميزانية الدولة من خلال المبالغ الضخمة اللي شفنا قبيلة، يعني 740 مليار دينار جزائري إلا للمواد الاستهلاك الواسع خصصتها الدولة في هذا. شفنا أيضا كل التحويلات، يعني التحويلات عندما التحويلات بما فيها التحويلات الاجتماعية وصلت إلى 4200 مليار دينار جزائري، من بينها 2900 مليار دينار جزائري تحويلات اجتماعية. يعني والتحويلات الاجتماعية مشات انتقلت 1900 مليار في سنة 2020 إلى 2900 مليار في سنة 2024. يعني باش نقول لكم يعني من المجهود اللي تبذلوا الدولة باش يعني تحسن هذه القدرة الشرائية. وطبعا تحسين القدرة الشرائية أيضا من خلال ارتفاع الأجور الموظفين، هذا أيضا دليل أن يعني في الأجور الموظفين وصلوا إلى ارتفعوا. هذا هو التزام رئيس الجمهورية ب 47% أو أكثر من 47%. وشكرا. Merci. Une deuxième question, Fouad, oui. Monsieur le ministre, bonjour. Honorable assistance, bonjour. C'est Fouad Ernaten de quotidien Moudjahid. Vous avez abordé avec beaucoup de détails la réforme budgétaire et l'adoption d'une stratégie d'un budget axé sur le résultat dans le cadre de la LOLF. Selon certains experts, des approfondissements institutionnels s'imposent pour accompagner cette démarche, sans lesquels peut-être elle aura un caractère inachevé. Est-ce qu'il y a des mesures qui sont prévues dans ce registre? Et aussi, vous dites que des effets de cette réforme se feront sentir dans les prochaines années. À quoi vous vous attendiez au juste? Permettez-moi une deuxième question. On sort un peu de la loi de finances. Vous faites de la dynamisation de la bourse une de vos priorités. Donc, il y a l'émission des sukuk privés qui tardent à voir le jour. Des sukuk privés, dans le cadre de... donc, il y a un amendement du code du commerce qui est nécessaire. Est-ce qu'on peut avoir, oui, le projet jusqu'à maintenant? Merci. Bien, quand j'ai dit que la loi organique relative aux lois de finances, qui constitue la mère des réformes et qui est la constitution financière du pays,
et qui tend à changer vraiment, à apporter donc changement de paradigme en matière de gouvernance des finances publiques, c'est un projet très lourd et très ambitieux, et ça concerne encore une fois la réforme de l'État. Ça ne se décrète pas, la réforme. La réforme, ça s'engage, c'est un processus. Il faut une stratégie, il faut des programmes. Bien évidemment, je l'ai dit, je le répète, on a mis en place, on a commencé la réforme en mettant en place l'architecture budgétaire. Mais le contenu de la réforme, ce qui est attendu de la réforme, ce n'est pas aujourd'hui qu'on va le voir. C'est encore une fois dans quelques années. C'est quoi, par quoi ça va se traduire? Tout simplement par plus de responsabilisation, plus de résultats et bien sûr l'évaluation de la performance de chaque structure, de chaque institution et de chaque fonctionnaire. Voilà, c'est ça l'évaluation. On veut connaître, voilà, c'est ça la finalité, combien nous coûte un service public. Et on va le comparer aux autres pays, ça nous permet de comparer combien une opération chirurgicale, par exemple, liée à un symptôme donné, le cardiaque, coûte. Et on va la comparer en Tunisie, on va la comparer à ce qui se passe en Turquie. Pourquoi c'est moins cher ou plus cher? C'est comme ça qu'on va être compétitif. Donc c'est l'amélioration de la gestion. Ce qui est visé, c'est l'amélioration. C'est la rationalisation, c'est l'optimisation. C'est la transparence aussi. C'est bien évidemment, c'est la transparence. Donc quand on voit un petit peu les États qui accompagnent la loi de finances, c'est des États vraiment dignes des plus grandes démocraties au monde. Voilà, donc où on dit tout simplement, on n'a absolument rien à cacher, tout est publié, ils sont là, ça nous permet une meilleure lisibilité, une meilleure traçabilité des politiques publiques. Voilà un petit peu ce qui est attendu de cette réforme. Oui, ce n'est pas de la jour au lendemain, c'est un processus. Mais le processus est engagé. On a le courage et l'audace de le faire, malgré combien même il y avait dans le passé des résistances. Mais en fait, on est en train de faire face par quoi? On est en train de former, d'accompagner ce dispositif à travers des formations, des séminaires, d'être à l'écoute sur le terrain, d'être présent sur le terrain. Parce qu'au final, la réforme, ce n'est pas uniquement les textes. Ce n'est pas des textes, ce n'est pas les beaux textes, ce n'est pas les belles instructions, c'est la réforme, c'est l'être humain. Comment agir sur le comportement? Agir sur le comportement, c'est ça la véritable réforme. Agir sur les comportements, agir sur les mentalités. On a une mentalité donnée, c'est une mentalité on avait malheureusement, il faut le dire, de rentier tout simplement. Et comment comment changer de mentalité de rentier vers une mentalité où le travail constitue la véritable richesse. Voilà, mais bon, tout le monde dit qu'il faut des changements. Il faut des changements. Mais d'accord, mais comment opérer ce changement? Quels sont les modes opératoires? Quels sont les protocoles? Voilà, on est en train de mettre les protocoles et les modes opératoires de ce changement. Oui, c'est vrai. Celui qui veut que ça change, il faut que le changement d'abord commence par soi-même. Chacun de nous, chacun de vous doit se regarder dans le miroir et opérer des changements qu'il faut. Voilà, donc on est en train, à travers ce dispositif, à travers ces mécaniques, à travers tout ce que nous sommes en train de... On veut changer le comportement tout simplement de tout le monde. Voilà. Et on n'a absolument rien inventé par rapport à ça. C'est ce qui se passe. Quel est le secret de la réussite des autres pays? En termes de liberté, en termes de... liberté, c'est l'Algérie, c'est le Maghreb. Un Mazir, ça veut dire tout simplement un homme libre. Donc la liberté de l'homme, maintenant la culture de la liberté. Et on ne va pas nous apprendre la liberté ou les droits de l'homme. Et la femme chez nous, elle est sacrée. Absolument. Elle est sacrée, la femme chez nous. Donc il faut qu'on prenne conscience de tout cela. Et c'est comme ça qu'on peut d'abord rétablir la confiance en soi-même. Il faut que les gens reprennent confiance en eux-mêmes et de leur institution. C'est très important. C'est surtout ça. La confiance, elle est très importante. Et la meilleure façon de rétablir la confiance, c'est comme ça, c'est d'y aller vers la transparence, d'y aller vers plus de visibilité, la reddition des comptes. Voilà, donc oui, il faut qu'il y ait il faut qu'il y ait la reddition des comptes. Tout simplement, il faut que les gens rendent compte. Et en toute objectivité, sans
sans compter, sans comment dirais-je, le subjectivisme. C'est des critères qui ont fait que les autres ont réussi aujourd'hui. C'est tout, c'est des méthodes qui sont connues. Voilà. On passe à la deuxième question, Monsieur le Ministre, sur la bourse. Ah, pardon, la bourse. Mais c'est vrai qu'il y a une dynamisation de la bourse aujourd'hui. Donc, vous savez que le CPA, là, ça va être en bourse, Inch'Allah, ils sont en train de le faire. Juste après, il y a la BDL. Donc, il y aura une véritable... Parce que la bourse aujourd'hui ne représente que 13 milliards de dinars. Vous connaissez un petit peu le montant. Inch'Allah, avec l'apport de 135 milliards de CPA, il y aura une redynamisation. Maintenant, quant au Sukuk, bien évidemment, il y a quelques changements à apporter à la législation en vigueur. Donc, au texte, je pense qu'il y a un travail qui est en train de se faire au niveau du ministère du Commerce. Il me semble. Mais je n'ai pas l'information exacte ou ça. Je ne peux pas vous donner l'information exacte. Merci, Monsieur le Ministre. Une autre question? Allez-y, Madame. Bonjour. Alors, Monsieur le Ministre, en 2023, vous avez annoncé lors de la présentation de la loi de finances 2023, je crois si ma mémoire ne me fait pas défaut, la revalorisation de l'allocation touristique. On est en 2024, la loi de finances n'a pas pris en charge cet aspect. Est-ce qu'on espère que la loi de finances rectificative va permettre la concrétisation de cette... Alors, la révision de l'allocation touristique, bon, je ne l'ai jamais dit en tous les cas, cette déclaration. Par contre, la mise en œuvre des textes d'application de la loi bancaire, oui. Voilà, c'est deux choses différentes. La loi bancaire, il y a des textes d'application, il y a un règlement de la Banque d'Algérie qui est sorti pour organiser les bureaux de change, qui vient de sortir. Il y a une instruction d'application de ce règlement qui est effectivement aussi, donc, qui sont en train de, probablement, donc, qui va sortir dans quelques jours. C'est l'organisation bien sûr, des bureaux de change qui est visée. Avec cette organisation, donc, au montant de l'allocation touristique, ça relève exclusivement de la Banque d'Algérie. Voilà, donc qui est en autorité monétaire. Et ce que je peux vous dire, c'est qu'ils sont en train de travailler sur ce dossier-là. Voilà, donc il y aura des propositions, il y aura certainement donc, des discussions sur cette question. Voilà, c'est les éléments que je peux vous dire. À quand l'ouverture des bureaux de change, Monsieur le Ministre? Encore une fois, c'est la Banque d'Algérie. Donc le règlement, le règlement, il est là, il vient de sortir. Ça fait pas longtemps. Il faut une instruction d'application. Une instruction d'application, voilà, j'ai discuté avec le gouverneur il y a quelques jours de cela. On est au dernier réglage, parce que bon, c'est des questions sensibles, etc. Et il faut prendre le maximum de précautions. Ils sont au dernier réglage. Voilà un petit peu par rapport au bureau de change. On prend une question? Allez-y. Micro. Bonjour Monsieur le Ministre, bonjour Monsieur le Directeur de l'INGF, professeur fédératrice, bonjour assistance. Je ne sais pas si je peux poser une question sur la numérisation, parce que vous êtes trop étalé. Je préfère commencer par la première question. La loi de finances 2024 prévoit la réouverture du compte d'affectation spéciale CAS intitulé Fonds spécial de promotion des exportations destiné à aider les entreprises dans l'acte d'exporter. Quels sont les types de dépenses autorisées dans le cadre de l'activation de ce fonds en faveur des exportations, mais également pour faire connaître le produit algérien sur les marchés extérieurs, particulièrement en Afrique? La deuxième question par rapport à la numérisation. S'il vous plaît, une seule question. Une seule question. Ok, merci. Ok, parfait. Vous pouvez prendre deux questions à la fois? Allez-y. Dans le cadre d'enseigne, le sort des micro-entreprises. Dans le cadre de l'enseigne. Oui, l'enseigne. Oui, parce qu'il y a une convention qui a été signée. S'il vous plaît. La BEF avec l'ANED jusqu'au 2020. À la belle qu'après 2020, il y a eu le Covid. Il y a beaucoup d'entreprises jeunes qui ont été touchées. Quel est le sort? Allez-y, Monsieur le Ministre. Ok, merci. Donc, par rapport au fonds d'exportation, d'abord, elle existait. Bien sûr, elle a été suspendue. Maintenant, elle est réouverte. Les CAS, ce qu'on appelle les comptes d'affectation spéciale. Vous savez que
à un certain temps, il y avait 68 casques de compte d'affectation spéciale. Mais la loi organique dont j'ai parlé tout à l'heure, il a mis des conditions pour ouvrir un casse. Un casse ne peut être ouvert, mais à condition qu'il ait ses propres ressources, des ressources propres. Il ne doit pas être financé sur le budget de l'État. C'est pour ça que le casse sur les exportations est réouvert, bien sûr, parce qu'aussi on a prévu des taxes qui doivent alimenter ce casse, des taxes qui doivent alimenter ce casse. Voilà, il est là pour financer, pour encourager bien sûr les exportations. Bien sûr, d'abord, toute destination. Maintenant, quant à savoir quelles sont les natures de produits qui sont concernés, il faut tout simplement voir la nomenclature. La nomenclature des casses, c'est celle-là et l'instruction d'application, c'est celle-là qui va dans le détail pour un petit peu vous dire quels sont les produits qui sont concernés. Concernant les micro-entreprises, bien sûr, c'est un dossier lourd et un passif lourd aussi. Et bien ça va être, oui, il y avait des discussions, il y avait des mesures qui sont prises. Ça va être du cas par cas. C'est du cas par cas. Parce qu'il y a une date au 15 janvier, vous avez dit, sur le journal officiel, janvier jusqu'au 15 janvier 2024. Oui, mais aujourd'hui, c'est pas encore. Il y a certains qui seront assainis, il y a d'autres qui sont rééchelonnés, il y aura d'autres, voilà. C'est du cas par cas. Donc, je ne pense pas que ce soit une solution. Ce n'est ni dans l'intérêt du Trésor public, ni dans l'intérêt de l'entreprise. Ça sera certainement du cas par cas. Voilà, un petit peu dans le 15 janvier, effectivement. Bon, je n'ai pas l'information exacte. Je chauffe avec la bœuf, Inch'Allah. On va prendre une dernière question, s'il vous plaît. Monsieur le question, allez-y, madame. سيد الوزير. Ah bon. Donc on prend deux questions à la fois, s'il vous plaît. Comme ça. Allez-y, madame. Allez-y, madame. سيد الوزير، في ظل تحسن الأرقام الاقتصادية كم بلغت الصادرات خارج المحروقات خلال سنة 2023؟ هل صحيح تراجعت بنسبة 30%؟ وسؤال آخر حول التوطين البنكي، يعني ما هو الجديد وما هي النظرة الاستشرافية للتعاملات المصرفية في ظل فتح أسواق حرة؟ اسمح لي عودي للسؤال الثاني. ما هي النظرة الاستشرافية للتعاملات المصرفية في ظل فتح أسواق حرة؟ ما هو الجديد حول التوطين البنكي؟ La réforme monétaire, je crois. On prend une dernière question et c'est terminé. C'est الوزير. Je crois qu'elle veut parler de la réforme monétaire. Non, la première question. C'est الوزير. تحدثت على الصادرات. نسبة 30%. سيد الوزير، سؤال فقط صغير يضاف. كنا سألناك في البرلمان على لما تحدثتوا على إصلاح الدعم، قلنا بعد رقمنة الداتا سنتر، رقمنة مصالح وزارة المالية، نتحدثوا على التصور العام لإصلاح الدعم. ربما وشنو هو التصور تاعك سيد الوزير للآليات الجديدة للدعم حتى يوجه الدعم لمستحقيه؟ شكرا جزيلا. Merci. C'est le Wazir, si vous permettez une dernière question. Alors, c'était les avant-dernières questions. Une dernière question. Concernant nos partenaires, donc, il y a eu l'ouverture de filiales de banques avec des pays partenaires. Est-ce que ça va continuer ou pas? Comme la Mauritanie, le Sénégal. L'ouverture des banques à l'étranger. Voilà, à l'étranger. Voilà, à Texas. Merci à vous. Monsieur le ministre. Très bien. Alors, les exportations hors d'hydrocarbures, d'abord, il faut se rappeler quand même qu'en 2022, on a atteint 7 milliards d'exportations. C'est quelque chose d'historique. Je n'ai jamais rêvé il y a quelques années de cela. Bien sûr, les exportations dépendent aussi du contexte international. Oui, de temps en temps, il y a le contexte, l'environnement qui est favorable. Il y a des années où le contexte et l'environnement est défavorable. Et puis l'acte d'exportation, c'est un acte
c'est culturel. Il faut des conditions, c'est un apprentissage permanent. On n'a pas, malheureusement, dans le passé, on n'a pas cette culture d'exportateur. On a la culture d'importateur. Alors là, nous étions des rentiers. Maintenant, pour changer la même chose, pour la réforme, pour changer, pour passer de la culture d'importateur à la culture d'exportateur, il faut un temps. Ça va augmenter, puis ça va diminuer. Le Mohim, il ne faut pas lâcher. Mais pour le montant d'exportation en 2023, je pense qu'il est prématuré. Le montant n'est pas encore arrêté. Définitivement, donc il faut attendre dans quelques mois pour connaître le montant exact des exportations. Voilà, concernant les subventions, une question sur les subventions. Les subventions, bon, enfin, c'est ça, il y a beaucoup de choses qui se sont dites pour les subventions. Vous savez très bien, c'est un dossier très très sensible et très complexe. Sensible et complexe. Bien évidemment, à un moment ou à un autre, il arrivera un jour où il sera traité. Ouais, il faut choisir tout simplement le bon, mais surtout, il faut préparer les conditions, il faut réunir les conditions de sa réussite. On n'a pas le droit à l'erreur, c'est au cas où un jour... Donc le plus important, c'est de réunir les conditions de sa réussite. Il faut maturer le dossier, le maturer. Très maturer pour minimiser le risque demain. Donc au jour d'aujourd'hui, oui, je l'ai dit, il faut la numérisation. Sans numérisation, il ne peut pas y avoir de réforme. C'est impossible. Il faut connaître le revenu de chacun. Il faut numériser. Il faut avoir un fichier aussi. Il faut avoir un fichier des fichiers. Oui. Oui, on est en train de se numériser. Une fois qu'on est... On peut effectivement discuter de cela. Il n'y a aucun problème. En tous les cas, il y a une prise de conscience à tous les niveaux par rapport à la nécessité de y aller tout simplement vers de la subvention universelle, vers les subventions ciblées. Voilà, donc, une dernière question sur les banques, l'ouverture des banques à l'étranger. Oui, oui, effectivement. Donc, on a ouvert deux banques aujourd'hui à Nouakchott et au Sénégal. La prochaine, Inch'Allah, sera à Paris. Voilà, donc on attend d'un moment à l'autre. On peut vous annoncer la nouvelle dans quelques jours. C'est la BNA, c'est la BEA. La BEA. La BEA. Il y aura une autre aussi, Inch'Allah, à Côte d'Ivoire. Au Côte d'Ivoire. Hein, donc, oui, Inch'Allah, au Côte d'Ivoire. Là où il y a possibilité d'accompagner les entreprises, parce que la banque, il accompagne les entreprises d'exportation. C'est ça la finalité. Donc là où il y a possibilité d'exporter, on mettra la banque pour accompagner on va mettre tous les moyens pour passer pour sortir justement, comme on l'a dit tout à l'heure, comment sortir de la logique de passer du budget moyen vers le budget résultat. On va passer de l'économie entière vers l'économie productrice de la richesse et à travers surtout l'exportation. Merci, Monsieur le Ministre, pour cette rencontre très riche. Merci à vous, confrères et consoeurs. À une prochaine fois, Inch'Allah.